Début de la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique et Canada avec les matchs de la première journée et les changements radicaux qui s'opèrent actuellement au Real Madrid. On en parle au cours de cet épisode. Alors, on va débuter par le Real Madrid et les changements qui sont en cours au niveau de la Maison Blanche. La saison s'est achevée avec le départ de Alvaro Arbeloa qui, sauf retournement de situation, rejoindra Fulham au cours de cet été. Et le retour du Special One José Mourinho qui fait son retour par la grande porte au Real Madrid. Le Special One après les élections anticipées à Madrid où Florentino Pérez a pu être réélu pour les futures années, officialise la nomination de José Mourinho et de ses propres mots ramène Mourinho pour réinstaurer une certaine discipline, une certaine culture de vaincre et de gagne au cours de pour ce vestiaire du Real Madrid qui somme toute a eu énormément de difficultés ces dernières années et le Special One se fait déjà suffisamment remarquer au cours de ce mercato estival. Florentino Pérez, je pense, est prêt à céder à la majorité des demandes de José Mourinho et ça se sent déjà dans les recrutements qui ont été effectués. Nous avons Ibou Konaté qui quitte Liverpool en tant qu'agent libre et qui rejoint le Real Madrid. Dumfries qui quitte l'Inter Milan et rejoint aussi la Casablanca moyennant une indemnité de transfert de 20 millions d'euros. Bernardo Silva rejoint les Merengues aussi en agent libre après son départ de Manchester City et Marc Cucurella qui quitte Chelsea pour rejoindre la Maison Blanche avec moyennant une somme de 50 à 60 millions d'euros. 4 joueurs déjà au cours de ces premières semaines du mercato qui rejoignent et renforcent la Maison Blanche. Des joueurs avec un profil assez intéressant. Cucurella, Konaté, Dumfries qui renforcent une défense du Real Madrid qui a été très souvent impactée par les blessures mais aussi par de mauvaises performances. Mais on sent au cours de ce recrutement, on sent que l'idée générale est de ne pas nécessairement aller pour des superstars. Il y a eu la rumeur de Michael Olise, de Julian Alvarez, mais en ce moment, avec le recrutement qui est opéré, on sent que l'idée est beaucoup plus de recruter des joueurs qui sont prêts à se mettre à la disposition du collectif et sous le leadership de José Mourinho. Et je suis parfaitement d'accord avec cette ligne de conduite. Je pense que ces 2 dernières années à Madrid ont été fatigantes en termes de caprices de joueurs et de manque de mise à disposition du collectif dans cet effectif. Et ce genre de joueurs permettent assurément de ramener cette identité bien évidemment sous le leadership du Special One du Mou, comme je le disais. On peut s'attendre à une équipe du Real Madrid qui assurément sera beaucoup plus solide défensivement et j'adore particulièrement la signature de Bernardo Silva qui a pratiquement quand même un profil légèrement semblable à Arda Güler, mais apporte cette création et cette expérience au milieu de terrain dont je me plais ces dernières années après le départ de Toni Kroos et de Luka Modric. Je pense que Bernardo Silva a la capacité de venir s'imposer dans ce milieu de terrain et prendre des gamins comme Arda Güler sous son aile et leur permettre de se développer aussi tout en permettant d'avoir une solution immédiate pour pouvoir compétir dans les matchs les plus couperets, les matchs les plus importants de la saison aussi. Les Barcelonais aussi qui ont pris Gordon de Newcastle, un gamin qui est assez intéressant en son sens du pressing et de sa dédication aussi. Il est très dédié en tâches défensives et qui peut aussi quand même apporter offensivement à cette équipe de Barcelone. Et donc, on verra bien comment la suite du mercato se déroule. Nous avons beaucoup d'autres transactions qui se sont passées, qui se dérouleront encore et on sera ici pour en parler. Il y a aussi la nomination de Xabi Alonso à Chelsea à qui je souhaite bon vent avec cette équipe des Blues de Chelsea qui
a un très gros vivier de talent et je pense que c'est le challenge idéal pour lui. Je supposais qu'il allait probablement retourner à Chelsea, à Liverpool, mais ils ont décidé de partir avec un autre entraîneur. Il a signé même à Chelsea avant le départ de Arne Slot, si je ne me trompe pas. Donc, challenge assez intéressant pour les Blues de Chelsea qui ne disposent pas de superstars. Donc, je pense que les joueurs seront à son écoute. Et plus important, Chelsea ne joue aucune des compétitions européennes l'année prochaine, je crois. Donc, ils pourront uniquement se concentrer sur la première ligue et j'espère quand même un changement radical déjà aussi au niveau du style de jeu et du coaching de Xabi Alonso et de l'impact qu'il peut amener à ces Blues de Chelsea. Retour donc sur la Coupe du Monde qui a déroulé et qui a débuté avec le match d'ouverture au Mexique où les Mexicains s'imposent 2-0, but de Quiñones et de Jiménez face au Bafana d'Afrique du Sud. Les Mexicains qui ont somme toute dominé cette rencontre et qui se sont imposés assez facilement avec un carton rouge, 3 cartons rouges pour les Sud-Africains au cours de ce match et les Sud-Africains qui se retrouvent déjà dans une situation difficile dans cette compétition. La Corée du Sud s'impose 2-1 face à la République tchèque au cours du deuxième match de cette première journée. Et ensuite, nous avons le Canada, autre pays organisateur, qui a fait un match nul face à la Bosnie-Herzégovine. Les Canadiens qui match assez ennuyeux des deux équipes qui s'achèvent par un but partout. Les États-Unis qui s'imposent de façon majestueuse et impressionnante face au Paraguay, 4-1. Doublé de Folarin Balogun, autogol de Bobadilla et Reina qui marque le quatrième but des États-Unis qui ont quand même présenté produit un football assez intéressant. Les hommes de Mauricio Pochettino qui rentrent très bien dans la compétition et qui montrent déjà ils auront quand même le mot à dire, en tout cas ne serait-ce que dans cette phase de poule de cette Coupe du Monde. Le Qatar qui, de façon surprenante, fait match nul avec la Suisse après l'ouverture du score de Breel Mbolo sur penalty. Les Qataris qui égalisent en toute fin de rencontre, un but partout. Donc première mauvaise opération avec les Suisses qui font un match nul, une rencontre qu'ils auraient pu largement remporté. Le Brésil aussi, grosse surprise, fait match nul face au Maroc. But de Vinicius Junior qui égalise après l'ouverture du score de Saïbari. Les Marocains qui auraient pu largement gagner cette rencontre. Honnêtement, les Brésiliens n'étaient pas dans leur plus grand soir et le Brésil n'est plus, malheureusement, pour les fans du Brésil, n'est plus ce qu'il était en temps. Cette sélection de la Seleção ne fait plus peur aux autres sélections au cours des Coupes du Monde et les Marocains ont largement tenu la dragée haute et ont montré qu'ils ont la capacité de faire mal au cours de ce mondial aussi. Et donc félicitations aux Marocains qui forcément ont probablement des regrets parce qu'ils pensent très normal et à leur droit. Je pense qu'ils auraient pu remporter ce match avec un Boadi dans le milieu de terrain qui, ma foi, a été très performant pour cette équipe du Maroc. Il faudra suivre très attentivement au cours des prochains matchs. Le Brésil n'a déjà plus trop le droit à l'erreur, mais heureusement pour eux, la compétition dans ce groupe n'est pas suffisamment relevée. Les adversaires prochains du Brésil sont Haïti et l'Écosse. L'Écosse qui s'est d'ailleurs imposé 1-0 face à Haïti aussi. Et ensuite, nous avons l'Australie qui bat la Turquie 2-0. Les Turcs qui n'ont pas su rentrer dans la compétition proprement et donc Arda Güler n'a pas pu aussi impacter son équipe comme il se devait. La National Mannschaft qui bat déjà Curaçao 7-1. Les Allemands qui envoient déjà un message fort. Tout le reste des équipes de cette Coupe du Monde, ils ne sont pas là pour blaguer. Si vous leur donnez l'opportunité, comme d'habitude avec les Allemands, l'opportunité d'en mettre 10, ils en mettront 10.
très belle performance des joueurs de la Nationalmannschaft. Les Pays-Bas qui font 2 buts partout avec le Japon. Des Japonais qui ont été très impressionnants dans leur production de jeu, dans leur esprit d'équipe. Les Néerlandais qui font la mauvaise opération sur cette rencontre. Très beau match des Japonais qui, je pense, seront très difficiles à battre aux différents matchs de ces groupes. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui s'imposent 1-0 face à l'Équateur. But d'Amad Diallo, très beau but d'Amad Diallo après une percée de Wilfried Sengo sur le côté droit. Les éléphants qui ont suffisamment souffert au cours de la première mi-temps de ce match. Les Équatoriens auraient pu mener 2 ou 3 buts. Avec 2 ou 3 buts d'avance, ils ont eu 2 poteaux au cours de cette première mi-temps, mais ils sont très bien revenus après la pause et ont pu, avec les rentrées d'Amad Diallo, d'Inao, de très belles rentrées sur le terrain et ça leur a permis quand même de stabiliser l'entrejeu et d'être beaucoup plus agressif et de finalement faire la différence avec moins de 5 minutes de jeu restant. Je crois qu'ils ont marqué au cours de la 90e minute et avec 4-5 minutes d'arrêt de jeu. Et donc les éléphants qui font la très belle opération de la journée dans ce groupe avec cette victoire sur l'Équateur. Leur prochain match face à la Nationalmannschaft sera assez difficile à mon avis, et donc c'était très primordial pour eux de prendre ces 3 points vu que le dernier match sera face à Curaçao, et donc prendre une option assez importante sur la qualification déjà. Je pense que Mbers Faye est en train de réaliser quelque chose d'intéressant, même si ses choix tactiques et ses compositions de départ sont assez questionnables par moment. Mais je pense qu'en ce moment, avec surtout la blessure le retour de blessure d'Amad Diallo, il n'avait pas pu être titulaire, mais très 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 belle performance en tout cas en deuxième mi-temps de ces éléphants. Guela Doué, très intéressant. Wilfried Sengo, très intéressant dans l'axe de la défense ivoirienne. Je pense que la Côte d'Ivoire a un diamant brut entre les mains avec ce gamin Yann Diomandé qui en 1 contre 1 est vraiment très explosif, que ce soit sur le côté gauche comme sur le côté droit. Et donc c'était vraiment un plaisir de le voir jouer, de le voir s'épanouir au cours de cette rencontre. On attend de voir s'il pourra répéter ses performances et qui sait, peut-être il est déjà assez courtisé par le PSG, Liverpool, et on verra bien où est-ce qu'il atterrit au finish, mais garçon assez intéressant pour les éléphants de Côte d'Ivoire, et on attend de voir est-ce qu'il sera l'une des révélations de cette Coupe du Monde. En tout cas, il est sur le chemin. La Suède qui s'impose 5-1 face à la Tunisie avec des buts de Gyökeres, Isaac, Svanberg, Ayari. Les Tunisiens qui ont pris l'eau de partout. Les Suédois qui, avec cette attaque entre ces deux, Alexander Isaac et Victor Gyökeres, une attaque assez puissante et très 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 létale, et donc qui a fait très mal à cette équipe de Tunisie qui démarre très mal la compétition. L'Espagne, la plus grosse surprise de la compétition pour le moment, l'Espagne qui fait un match nul face au Cap-Vert. Les Cap-Verdiens pour leur première Coupe du Monde de l'histoire qui arrivent à arracher un point à l'un des favoris de la compétition. Ils ont été très 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 bons. Surtout défensivement, et il y a eu une performance magnifique de la part des Cap-Verdiens et en particulier leur gardien de but, Vozinha, un gardien de but de près de 40 ans qui a été monstrueux au cours de cette rencontre. L'Espagne n'a malheureusement pas pu trouver la cage, et malgré la rentrée de Lamine Yamal avec 20 minutes de jeu restant dans la rencontre, il n'a pas pu faire la différence, il revient de blessure. On verra bien, l'Espagne doit nécessairement mieux rentrer dans la compétition au cours des prochains matchs si elle ne veut pas retourner en Espagne très tôt au cours de cette compétition. La Belgique qui fait un match nul face à l'Égypte après un très magnifique but d'Achour à la 20e minute. Romelu Lukaku qui rentre et dès sa première occasion force un autogol avec un instinct d'attaquant qui se retrouve
au point de pénalty et arrive quand même à se jeter pour atteindre la balle sur un centre de Meunier. Très 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 belle action et très gros impact de Romelu Lukaku dès sa première action qui n'était pas titulaire. Rudy Garcia, je crois, probablement le mettra titulaire au cours des rencontres à venir. Tout juste à cause de l'impact physique qu'il arrive à avoir sur les défenses en général. Et si la Belgique veut aller loin, ils auront besoin d'un grand Romelu Lukaku, surtout que des gars comme Kevin De Bruyne et Jeremy Doku n'ont pas forcément eu la performance qu'on aurait espéré au cours de cette rencontre. Très beau match des Égyptiens qui auraient pu mener par plus d'un but d'écart, mais qui se font malheureusement rattraper. Les Belges aussi auraient pu marquer le but du 2-1 à un moment donné, mais ils n'ont pas su le faire. Et donc, finalement, match nul assez juste, je pense, pour les deux équipes qui s'arrachent un point partout. L'Uruguay qui fait match nul avec l'Arabie Saoudite après avoir été mené. Premier but de l'Arabie Saoudite, des Saoudiens, tout juste avant la mi-temps. Et donc, l'Uruguay qui égalise à la 80e avec Araujo. Et donc match nul assez juste aussi à ce niveau. Et donc pour le moment, avec ces phases de groupe, nous avons le Mexique qui est en tête du groupe A avec 3 points, de même que la Corée du Sud. 3 points aussi. La Suisse et le Canada, de même que le Qatar et la Bosnie, tous partagent un point dans le groupe B. Donc tout est encore à jouer dans ce groupe B. L'Écosse qui est de façon surprenante première du groupe C avec 3 points. Le Maroc et le Brésil suivent avec 1 point partout. Les États-Unis et l'Australie mènent le groupe D avec 3 points partout, suivi de la Turquie et du Paraguay. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire en tête du groupe E avec 3 points chacun aussi. La Suède, première du groupe F avec 3 points, suivi par le Japon et les Pays-Bas et la Tunisie dernière. La Belgique et l'Égypte sont en tête du groupe G avec 1 point chacun. Et donc on attend le match de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande pour la suite dans ce groupe. L'Uruguay, l'Arabie Saoudite, l'Espagne et le Cap-Vert, tous avec 1 point. Et donc l'Espagne quand même qui se fait sauver quand même après cette performance décevante des Espagnols, qui donc ont la possibilité toujours au cours des prochains matchs de reprendre la tête du groupe et de continuer leur parcours au cours de cette compétition. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode pour vous. On sera là pour analyser les prochains matchs avec les rentrées en liste de la France, de l'Argentine, du Portugal, du Brésil pour le deuxième match, et de toutes les autres nations qu'on attend, l'Angleterre, le Ghana, la Croatie, etc. Et donc on s'abonne, on partage, on like les vidéos une fois de plus, et je vous prends au prochain épisode les gars. Ciao.